petite question. L'Europe a-t-elle décidé enfin de se réveiller et d'être un peu plus efficace dans les sanctions contre la Russie? Jusqu'à présent, les sanctions contre Moscou n'avaient, il faut bien l'avouer, que peu d'effet sur l'économie du pays et surtout sur la détermination de Vladimir Poutine dans cette guerre. On en était tout de même au 17e paquet. Alors voilà, il y a un 18e voté ce matin dans la douleur après plusieurs jours de négociations. Mais il serait, je cite, sans précédent si l'on en croit notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, mais également notre ministre de l'Europe, qu'on va écouter. La seule façon de pouvoir mettre fin à cette guerre, de remettre les parties autour de la table des négociations et de créer les conditions d'une paix juste et durable en Europe, c'est d'accroître fondamentalement la pression sur la Russie sur le plan militaire en continuant les livraisons d'armes à l'Ukraine qui se défend courageusement et sur le plan économique avec les sanctions. Et ce 18e paquet de sanctions est une avancée majeure. Il y a eu un effort diplomatique considérable qui a été fait par la France avec ses partenaires pour son adoption. Une avancée majeure. Merci Laura d'être avec nous. On va voir ça avec vous tout de suite. Avancée ou pas avancée? Est-ce qu'après le 18e, il y en aura un 19e? Ce 18e paquet de sanctions, il est massif, c'est le plus important depuis 2022. On confiait ce matin des sources diplomatiques françaises à LCI. Une grande partie des mesures visent le pétrole russe, dont la plus emblématique, la baisse de son prix de $60 à 47,6 $ le baril. Il sera interdit à toute compagnie pétrolière de vendre du pétrole russe au-dessus de ce tarif, sous peine de sanctions. L'Union espère ainsi limiter la manne financière perçue par Moscou, qui l'aide dans sa guerre contre l'Ukraine. Bémol, elle est seule pour l'instant puisque les États-Unis ne se sont pas joints à cette baisse de prix. Selon des diplomates européens, d'autres pays du G7 comme le Japon ou le Canada pourraient en revanche s'y rallier. Ce 18e paquet prévoit aussi l'interdiction de toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Le premier est à l'arrêt, le second n'a jamais servi, mais l'Union européenne voudrait ainsi s'assurer qu'il ne puisse jamais être réactivé. Un peu plus tôt cette année, souvenez-vous, des indiscrétions de presse avaient fait état de discussions entre Américains et Russes à ce sujet. L'UE a également ajouté 105 pétroliers fantômes à sa liste noire de navires, qui en comptait déjà 342. Ce sont des bateaux souvent vieillissants, exploités sous pavillon étranger, que la Russie utilise pour transporter son pétrole en contournant les sanctions et parfois mener des sabotages, comme le Eagle S que vous voyez ici en photo, accusé d'avoir laissé traîner son ancre pour détruire des câbles électriques en mer Baltique au mois de décembre dernier. En dehors du pétrole, même si on sait que pour Poutine, c'est en partie le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises russes qui ont été sanctionnées ou menacées de sanctions? 22 banques ont été ajoutées à celles qui sont déjà interdites d'accès à SWIFT, le système international de paiement. Par ailleurs, de nouvelles sanctions ont été prononcées contre la Biélorussie, voisine et alliée de Moscou, notamment des sanctions financières et un embargo sur les exportations d'armes. Objectif de tout cela, renforcer la pression sur la Russie pour aller vers un cessez-le-feu, résument toujours les sources diplomatiques françaises. Merci beaucoup Laura. Aline Lebaille-Crémer, il était temps, on y croit, c'est déjà ça ? Ah oui, alors, évidemment qu'on y croit, parce qu'elles sont de plus en plus fortes et on espère qu'elles ne seront pas contournées, ces sanctions. Parce que contrairement à ce que raconte la propagande russe, les sanctions, ça fonctionne. Le problème, c'était qu'elles n'étaient pas assez puissantes et qu'elles étaient largement contournées. Donc là, il y a quand même, surtout sur la question du prix du baril de pétrole, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour l'Ukraine, tant on sait à quel point le pétrole est le pilier de l'appareil militaire russe. Ça vaut aussi pour le gaz, sachant que les plus gros importateurs de gaz en Europe, il y a évidemment la Hongrie, évidemment la Slovaquie, mais il y a aussi la France et la Belgique. Donc on espère aussi que la question des importations du GNL vont connaître une baisse aussi. Manifestement, ça en prend le chemin. Ce qui est intéressant aussi et ce qui est important, donc, ce qui s'est passé entre 2023, pardon, je vous coupe, et 2024, plus 80% d'augmentation, notamment pour nous, la France. Donc bon. Et 56% du pétrole russe importé qui naviguait sur les fameuses flottes fantômes appartenant au pays du G7. Il y a des efforts à faire. Voilà. Donc on espère que ce 18e paquet de sanctions va porter ses fruits.
il peut, et à noter quand même que le veto apposé par la Slovaquie a été, entre guillemets, neutralisé. En fait, la Slovaquie finit par se ranger. Ça aussi, c'est très important. Politiquement, c'est extrêmement important. Voilà, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle de ce paquet de sanctions, c'est qu'il y a une forme, Arthur, d'unité retrouvée. Oui, c'est la vraie bonne nouvelle de ce paquet de sanctions décidé hier. Il faut rappeler que pour décider un paquet de sanctions, il faut l'unanimité des pays membres de l'Union européenne. Effectivement, il y avait 2 pays plutôt bloquants. La Hongrie de Viktor Orban qui avait cédé il y a quelques jours, et hier Robert Fico qui était présent, il faut le rappeler, au 9 mai aux côtés de Vladimir Poutine, et qu'on sait assez proche des réseaux du Kremlin, qui lui aussi a cédé sur ce paquet de sanctions parce que la Commission européenne a réussi à trouver un deal avec lui. Combien ils ont empoché pour leur vote ? Beaucoup. C'est-à-dire qu'on les a payés. Non, mais il faut être transparent. On les a payés pour qu'ils acceptent. En fait, on s'est mis d'accord. On leur a donné des garanties pour la livraison de gaz. Exactement. Voilà, parce qu'ils avaient un contrat jusqu'en 2034 avec Gazprom, et ils s'en sont servis pour négocier quelque chose avec l'Union européenne de compensation par rapport à ce deal qui, en tout cas d'un point de vue politique, abandonne quand même. Ça, c'est important. Mais ils ont le problème, ça reste le gaz. Sur le gaz, il n'y a pas grand-chose de fait, en fait. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, en Europe, se passer du gaz russe. Sur le pétrole, c'est plus facile. C'est très exactement ce qui est en train de se passer, pour le coup, d'un point de vue slovaque, en fait. La Slovaquie renonce. Mais c'est beaucoup plus... Sur le pétrole, on va s'en passer quasi totalement. Sur le gaz, on aura encore du mal. Ce sera peut-être l'objet de prochaines sanctions, mais il restera encore pas mal de gaz j'avais 2 chiffres en Europe, en fait. Pour alimenter notre débat. J'avais 2 chiffres. L'importation de GNL russe entre 2023 et 2024 par la France, on a versé 2,68 milliards à la Russie. Je rappelle quand même que cette guerre dure maintenant depuis 3 ans. En 2024, les États membres de l'Union européenne ont acheté pour 22 milliards de pétrole russe. Vous savez combien on a donné à l'Ukraine pendant le même temps ? 18 milliards. Oui. Moi j'avais 18,6. Non, bon, ça va. On est raccord, mon cher Xavier. 19, non, mais voilà, il y a quand même quelques incohérences. Bien sûr, mais ce paquet de sanctions vise à régler ces incohérences et à nous mettre effectivement dans le chemin de pouvoir sanctionner la Russie jusqu'à ce qu'elle cède, si jamais elle cédait un jour. Et il y a des choses intéressantes au-delà. Alors sur le pétrole, il y a des choses très intéressantes. Il se passait un détournement majeur, où là on était aussi coupable, c'est que le pétrole russe était raffiné en Inde, notamment dans une raffinerie appartenant à Rosneft, donc le raffineur d'État russe, et revendu en Europe. Bon, ça, en théorie, avec ce paquet de sanctions, ça ne sera plus possible. La raffinerie est sanctionnée, on ne pourra plus le faire, on ne pourra plus importer de produits raffinés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'était une façon déguisée d'acheter du pétrole. Oui, évidemment, c'était un peu facile. La flotte fantôme, 105 pétroliers rajoutés à cette flotte. Maintenant, il va falloir les contrôler, ces pétroliers. Là, il y en aurait 900. Entre 800 et 900. Qui ne sont pas si fantômes, finalement, parce qu'on sait très bien où ils sont. On les trouve assez facilement, d'ailleurs, sur les sites de tracking maritime. Mais bon, là, il y a aussi un gros effort de fait. Mais il y a un effort aussi, à mon sens, très important sur les banques. 20 banques russes, à nouveau, déconnectées du système SWIFT, qui permet les échanges mondiaux. Ça fait mal. Une dizaine de banques chinoises. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des banques turques aussi. Et par rapport aux banques russes, il y a une information qui a été donnée par le ministère des Affaires étrangères russe ces jours-ci, qui nous indique que les principales banques russes se sont tournées vers le Kremlin pour savoir comment elles pourraient être recapitalisées si jamais il leur arrivait des soucis financiers extrêmement importants. Pour une raison très simple, c'est que ces banques font face à des créances douteuses qui ne cessent d'augmenter. Donc on voit bien que au fur et à mesure, la pression sur l'économie russe devient de plus en plus importante. Certainement pas suffisante, mais importante. Réaction il y a quelques minutes du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à ce 18e paquet de sanctions décidé ce matin à l'unanimité par l'Europe. Jusqu'à présent, nous constatons une ligne anti-russe assez cohérente en Europe. Nous avons répété à maintes reprises que nous considérions ces restrictions unilatérales comme illégales et que nous nous y opposions. Mais en même temps, bien sûr, nous avons déjà acquis une certaine immunité contre les sanctions. Nous nous sommes adaptés à la vie sous sanctions. Bien sûr, nous devons analyser le nouveau paquet afin d'en minimiser les conséquences. Mais chaque nouveau paquet ajoute un effet négatif pour les pays qui le rejoignent. C'est une arme à double tranchant. Même pas mal. Qu'est-ce qu'il veut dire ?
Les pays qui rejoignent les sanctions, je pense que c'est directement adressé à la Slovaquie, parce que c'est une menace à peine voilée, une déception logique finalement, mais a priori inattendue. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, dans la séquence là, qui n'étaient pas prévues par le Kremlin. Donc il y a quand même une façon de réagir assez particulière. Il n'avait pas prévu, aussi imparfait soit-il, une forme de revirement quand même de l'administration Trump. Il n'avait pas prévu que Fico lâche, que la Slovaquie, que Orban lâche aussi. Donc en fait, tout ne se passe pas selon le plan, pour reprendre la fameuse formule. C'est embêtant pour Moscou que des pays qui sont vitaux pour le Kremlin en matière d'armes, mais surtout en matière économique, je pense à l'achat d'hydrocarbures et de pétrole, comme l'Inde ou comme la Chine, puissent se retrouver dans le collimateur de l'Europe, par des entreprises, par des banques. Oui, bien sûr, ça c'est une chose qui inquiète véritablement le Kremlin, parce que Dimitri Peskov a beau dire qu'effectivement l'économie russe s'adapte aux sanctions, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais par contre, l'économie russe ne va pas bien. Et ça, il faut le marteler. Une économie avec plus de 10% d'inflation et un taux directeur qui est au-delà des 20%, un taux directeur qui est d'ailleurs source de tension entre Vladimir Poutine et la directrice de la Banque fédérale russe, effectivement, l'économie russe ne va pas bien. Nous verrons dans les prochains mois les coûts que porte ce 18e paquet de sanctions européen à l'économie russe, mais effectivement, c'est l'un des vecteurs importants pour arrêter la Fédération de Russie. Mais on revient de loin. Ou en tout cas, peut-être, parce que là, c'est intéressant, on rentre dans la spirale des 50 jours donnée par, même s'il y a un deal entre les États-Unis et Moscou, mais ce paquet de sanctions des pays proches, des pays vitaux pour Moscou, l'économie, vous nous le dites, qui va mal, tout ça peut-être pousser, et le secteur économique russe peuvent peut-être pousser Poutine à se dire on va peut-être arrêter aux 4 régions, on va peut-être commencer à se mettre à la table des négociations. C'est un des scénarios que les oligarques, le monde économique, fassent pression sur Vladimir Poutine pour limiter les dégâts. Parce que le problème des sanctions, on le voit avec la Chine, tous les achats que les Russes font avec les Chinois ou ce qu'ils vendent aux Chinois est de plus en plus handicapé parce que les banques chinoises ne peuvent plus assurer les transactions autrement. Elles sont sanctionnées. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis relativement longtemps, depuis 1 ou 2 ans. Imaginez par exemple, par rapport à l'Europe, le commerce, les meilleures années de commerce entre l'Europe et la Russie, c'était 417 milliards de dollars échangés entre les deux entités. En 2025, 40 milliards. Ça a été divisé par 10. C'est quand même extrêmement impressionnant.